Mesdames et messieurs, bienvenue à l'émission. Aujourd'hui, on parle de la stratégie du groupe État islamique avec les réseaux sociaux et on parle de la situation de l'avortement en Europe. Lors des attentats de Saint-Jean-sur-le-Richelieu et d'Ottawa les 20 et 22 octobre dernier, le Canada était la cible de personnes qu'on qualifie de loups solitaires. Ce sont des personnes qui se sont radicalisées elles-mêmes, sans appartenance ou de lien direct avec des groupes terroristes particuliers. Bien souvent, ils se sont radicalisés par des voies virtuelles de l'Internet et des médias sociaux. Et ces moyens de communication, bien des groupes y ont recours, mais rares sont ceux qui les ont utilisés avec autant de moyens et de succès que le groupe État islamique, qui a pris son ancrage en Irak et en Syrie depuis plusieurs mois maintenant. Un groupe qui les a mis, ces moyens de communication, au cœur de sa stratégie. Donc, pour comprendre un peu mieux cette utilisation des médias sociaux par le groupe État islamique, j'ai avec moi aujourd'hui André Caron, qui est professeur au département de communication de l'Université de Montréal. Bonjour. Bonjour. Les groupes terroristes islamistes, comme d'autres, ont misé longtemps sur le darknet, des réseaux virtuels, mi-privés, anonymes. Al-Qaïda, on les a vus, on les voyait de temps à autre à la télévision. Là, maintenant, avec le groupe État islamique, les médias sociaux les rendent très présents, les rendent très actifs. Qu'est-ce que ça leur donne comme impact que les autres groupes n'avaient pas? Il faut bien se situer que Al-Qaïda, c'était il y a 15 ans. Et à cette époque-là, il n'y avait pas de Facebook, il n'y avait pas de Twitter. Ces réseaux-là n'existent que depuis une dizaine d'années à peu près en ce moment. Et ils avaient une stratégie, Al-Qaïda, à cette époque-là, vraiment du leader, si on peut dire Ben Laden, qui, lui, devait être vu, revu de temps en temps. Et donc, la télévision se prêtait bien pour ce genre de propagande-là. Aujourd'hui, on pourrait dire que ce groupe a vraiment maîtrisé tous les outils de communication d'une façon très, très sophistiquée. D'une part, on ne voit pas un visage d'un leader, donc on voit un drapeau noir avec une écriture en blanc. Et on pourrait presque dire que c'est ça, pour des Occidentaux comme nous, un peu ignares des langues étrangères, on pourrait dire, on pourrait remplacer ça par un crâne avec deux os. Oui, comme celui des pirates, par exemple. Des pirates, là, par exemple, et on pourrait tout de suite, symboliquement, en tout cas, faire l'association telle quelle. Donc, presque n'importe qui ou sous-groupe peut tout simplement montrer ce drapeau-là, puis se dire partie se dévoiler, s'identifier. Oui, tout à fait. Alors, ça, c'était très habile parce qu'ils n'ont pas à remettre, si on peut dire, un visage toujours vivant, non vieillissant, etc. Et tout ce qu'on fait avec les stratégies d'élimination de numéro 1, numéro 2, etc. Donc, au niveau de cette symbolique-là, c'est très intéressant ce qu'ils ont décidé de faire. Et c'est aussi une situation où les réseaux s'alimentent, mais s'alimentent aussi des médias traditionnels. C'est-à-dire que ceux qui s'imaginent que uniquement les réseaux virtuels sont la recette secrète se trompe un peu parce que si on ne reprend pas dans les médias traditionnels ce qui se passe sur les réseaux médiatiques, on échappe des choses. Il y a des images qui sont moins percutantes, il y a toutes sortes de choses comme ça. Et on crée des controverses. Qu'est-ce que vous voulez dire? Dans le sens où, lorsque les médias traditionnels doivent montrer de l'information, ils doivent décider est-ce qu'on montre vraiment la décapitation ou non. Et donc, ça devient une nouvelle sur une nouvelle. Et donc, on alimente... Effet multiplicateur. C'est exactement un effet multiplicateur. C'est donc cette amplification-là que les réseaux sociaux permettent de faire et de réussir assez bien. L'autre chose, vous parliez du darknet. En allant sur les réseaux comme Twitter, Facebook, etc., évidemment, on lance un filet beaucoup plus large et on est capable donc de ramener, si on peut dire, des recrues potentielles. Et c'est là qu'ils sont aussi assez efficaces. Puis pourtant, c'est une règle de marketing la plus banale qu'on peut dire, c'est keep your name before the public. C'est garder son nom, son branding bien évident. Alors, les choses catastrophiques qui sont arrivées à Ottawa il n'y a pas longtemps, Saint-Jean-sur-Richelieu, etc., évidemment, ont eu, au niveau de l'univers, une couverture énorme parce que là, on avait un pays qui a toujours été considéré comme protégé ou en tout cas moins impliqué, etc.,
qui étaient maintenant infiltrés, si on peut dire, par ce mouvement-là. Alors, ce n'est plus juste un phénomène syrien ou irakien, c'est un phénomène maintenant qui peut frapper à n'importe quelle porte. Une diffusion beaucoup plus vaste, essentiellement. Tout à fait. Justement, quel est l'arsenal médiatique du groupe État islamique? On sait qu'ils ont une revue, un magazine, ils utilisent Twitter, Facebook, mais qu'est-ce qu'il y a d'autre également? C'est-à-dire qu'ils ont surtout une stratégie d'être présents. S'ils réussissent à recruter, même si c'est un nombre infime de jeunes adolescents ou jeunes adultes qui sont en crise, qui sont en demande et tout ça, moi, je ne négligerais pas de mentionner que ce n'est pas uniquement du virtuel, autrement dit. Oui, oui. Il y a du face-à-face. C'est-à-dire que si on recrute une adolescente de 16 ans, par exemple, en Autriche, on en a parlé un petit peu dans les médias de ça, et qu'on essaie de l'isoler de ses parents et de son entourage, et là, on trouve quelqu'un d'autre dans son environnement qui peut aussi l'influencer et tout ça, on a vraiment une recette qui est explosive. C'est-à-dire que, d'une part, on trouve l'âme sœur pour cette personne-là, et d'autre part, on alimente au niveau des réseaux virtuels le message et la propagande qu'on veut bien que cette personne-là ait. Il y a David Thompson, un journaliste français qui a écrit Les Français djihadistes, et il dit, et je le cite, « Toutes les productions médiatiques de l'État islamique reprennent les codes cinématographiques occidentaux sur la narration, sur la réalisation. » Qu'est-ce que ça veut dire exactement, ça? Ça veut dire qu'il parle notre langue, c'est-à-dire qu'il nous touche dans des codes qu'on connaît. Si on avait essayé de nous parler dans leur propre code et tout ça, il y aurait eu un écart de compréhension. Et là, nos codes sont très manipulateurs aussi. Hein? Je veux dire, montrer telle image dans tel contexte, à tel éclairage, ça donne un effet qui peut être très différent. Donc, il les maîtrise bien, puis je crois, parce que d'une certaine façon, avec ce qui a été démontré, la plupart dans les vidéos, la plupart des membres de cette communauté-là sont des Occidentaux, ou sont des Anglais, par exemple, d'Angleterre, etc. Donc, ce sont des gens qui ont la maîtrise de ces choses-là et qui sont capables de... Mais qu'est-ce que ça donne? Parce qu'évidemment, c'est loin d'être tout le monde qui a vu ce genre de propagande ou de matériel médiatique-là. Ce sont des films bien léchés, des films catchy, excusez-moi l'anglicisme. Oui. Non, c'est une grammaire et un vocabulaire qu'on saisit facilement et qu'on peut... mais ça joue toujours sur deux niveaux. Alors, par exemple, on va montrer les enfants qui ont été gazés en Syrie, des images horribles pour nous déstabiliser. Puis, par après, on va dire, oui, mais on peut avoir le paradis sur Terre si on devient fervent, etc., si on respecte ces lois-là, si on fait ci, si on fait ça. Alors, d'une certaine façon, ils essaient d'éclipser, je dirais, la compassion. Éclipser la compassion. C'est-à-dire qu'on déshumanise les gestes qu'on doit poser, qui sont des gestes qu'on ne fera jamais. J'ai tué un enfant, égorgé une femme, un homme, etc. Ouais. Ce sont des choses qu'on peut pas s'imaginer dans nos réalités à nous qui peuvent se produire. Mais en éclipsant cette dimension-là de compassion, je dis, c'est Dieu qui me demande de faire ça. Ouais. Il y a une autorité suprême qui me permet de faire ça d'une certaine façon. Donc, ce n'est pas moi qui le fais, dans le fond, je le fais au nom d'eux. Et le média vient convaincre, vient rendre ça acceptable pour certaines personnes. Oui, c'est ça. C'est qu'il vient, il pose un terrain de manipulation, puis un terrain on peut dire, de violence qui vont d'abord nous atteindre, pour après ça nous dire, oui, mais il y a une réponse à ça, il y a une façon de ne pas être violent comme ça. Puis c'est les infidèles qui commettent ces choses-là. Si vous devenez fidèle, à ce moment-là, vous serez récompensé. Oui. Il y a quand même une ironie pour un groupe islamiste, fondamentaliste, rigoriste, qui est très anti-occidental et qui utilise des moyens
très occidentaux, finalement. Tout à fait, tout à fait. Vous avez parlé de recrutement tout à l'heure, c'est une dimension importante de la stratégie de l'État islamique. Selon les informations du Service canadien de renseignement et de sécurité, SCRS, là, les extrémistes violents, inspirés par le discours terroriste, proviendraient de toutes les strates de la société. Mais en même temps, quand on utilise au départ beaucoup les réseaux sociaux, est-ce qu'on ne rejoint pas nécessairement davantage un segment plus jeune de la société? Vous avez parlé de l'effet amplificateur des médias, mais au départ, ceux qui sont aux premières lignes, si on veut, dans la réception du message, est-ce qu'on ne rejoint pas plus les jeunes? Bien, je pense que oui, mais je pense qu'on rejoint plus les jeunes parce que ce sont ceux aussi qui remettent le plus en question leur réalité, leurs conditions de vie, qui ont des rêves, qui veulent soit devenir des héros ou bien ils veulent peut-être faire quelque chose d'humanitaire extraordinaire. Et il y a 1000 fois plus d'exemples de ça du bon côté, si on peut dire, que du mauvais côté. Oui. Alors donc, les adolescents sont vulnérables à ça. Les jeunes adultes aussi, je veux dire. Et donc, ce sont ceux aussi qui sont très présents sur ces réseaux-là et surtout qui se relancent beaucoup en tant que tels. Donc, oui, d'une certaine façon, les jeunes sont plus exposés. Et pour terminer, est-ce faire la police du net, de l'Internet, est une vaste question. Et bon, ces groupes-là sont très présents sur Facebook, Twitter, ailleurs. Est-ce que c'est possible de policer? Est-ce que c'est possible de bloquer ou déjà d'enrayer d'emblée l'expansion du message sur les réseaux sociaux ou c'est mission impossible? Bien, ça revient aussi à votre première question sur l'importance des réseaux sociaux. C'est-à-dire que dernièrement, les Twitter, Facebook, Google, etc., ont fermé des comptes, si on peut dire, de ces groupes-là. Ils agissent. Et ces groupes-là les ont menacés de mort. Ils ont vraiment... parce qu'ils savent que c'est leur... En anglais, on dit un lifeline. C'est leur ligne de vie, d'une certaine façon. Là. Si on réussit vraiment à les bloquer de ça, on diminue de beaucoup leur importance en tant que tel. Donc, est-ce que c'est possible vraiment de le faire? Probablement pas à 100%, mais il y a moyen de rendre ça un peu plus compliqué. Ça, c'est certain. Et... beaucoup de choses, c'est que les gens soient sensibilisés à l'existence même de ces choses-là, puis que les parents, puis en tout cas tous les adultes, puis tout ça en général, soient aux aguets un peu de ce côté-là. Effectivement. Il y a même eu des campagnes utilisées contre cette stratégie-là en disant « n'allez pas voir la vidéo ». Évidemment, ce n'est pas une garantie de succès, mais il y a déjà une contre-offensive, si on veut, qui est menée directement sur les réseaux sociaux. André Caron, merci infiniment d'avoir été avec nous. Merci. Comme le Canada, la plupart des pays de l'Union européenne ont légalisé l'avortement sans condition, mais il reste des exceptions, dont une qui va probablement vous surprendre, l'Irlande, où l'avortement est strictement interdit, sauf au cas où la mère voit sa vie en danger. Et on remarque encore dans certains pays, en dépit des décennies de progression du droit à l'avortement, une volonté de rebrousser chemin ou de limiter l'accès à l'avortement. Mais est-ce qu'on peut dire véritablement que le droit à l'avortement est en danger en Europe? J'en discute aujourd'hui avec Bérangère Marquez Pereira, qui est professeure de sciences politiques à l'Université de Bruxelles. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à Montréal. Merci. En Espagne, il y a un projet de loi qui voulait pratiquement supprimer le droit à l'avortement, qui avait été adopté par le Conseil des ministres en décembre dernier. Finalement, on a rebroussé chemin. On a fait marche arrière. Mais il y avait volonté de limiter le droit à l'avortement. Est-ce que c'est un cas qui est représentatif d'un certain courant anti-avortement en Europe présentement? Oui, certainement. En fait, ce qui s'est passé en Espagne, c'est que le gouvernement Rajoy voulait revenir à la loi de 85 qui autorisait que l'avortement thérapeutique. Et encore, en accroissant des conditions, par exemple, en cas de viol, il fallait qu'il y ait attestation de la police. Alors on sait très bien que les cas de viol qui sont déclarés à la police sont extrêmement peu fréquents finalement. Ouais. Ou bien il fallait pour des questions de santé de la mère 3 autorisations de médecins qui n'appartenaient pas à l'hôpital qui allait pratiquer l'avortement. Vous voyez une série de conditions telles
qui rendait la chose, l'avortement, très difficile, très peu accessible. Oui, qui ne représente même pas 5% des cas, en fait. Il faut bien distinguer ce qu'on appelle avortement thérapeutique et avortement médical, fait dans de bonnes conditions médicales. Enfin, l'autre aussi peut être fait dans de bonnes conditions médicales. L'avortement thérapeutique, en général, mais ça peut varier d'un pays à l'autre, couvre les questions de danger pour la vie de la mère en tant que telle, la santé physique ou psychique de la femme qui est enceinte, donc, les cas de malformation grave du fœtus, les cas de viol, d'inceste. Et donc, selon les pays, bon, ça représente en général à peu près 5% des cas d'avortement. Donc, c'est minime, c'est un très pourcentage minime. Absolument. Oui. Puis alors, il y a l'avortement, la demande d'interruption volontaire de grossesse faite par la femme, en concertation avec le médecin. Et il y a également les avortements qui peuvent être demandés pour des raisons médicales ou bien sociales, socio-économiques. Voilà. Puis il y a l'avortement clandestin. Fait dans des très mauvaises conditions médicales, sanitaires et psychologiques. Et évidemment, cela peut c'est important de le dire parce que quand des pays n'acceptent que l'avortement thérapeutique, une femme qui veut quand même avoir une interruption de grossesse, eh bien, elle ira, si elle ne peut pas aller à l'étranger, pour des questions d'argent, elle ira s'adresser à... dans le clandestin. Dans le clandestin. Et donc là, il y a une véritable discrimination de classe entre les femmes. Vous avez dit, oui, il y a effectivement une tendance, ou enfin un mouvement qui existe, anti-avortement dans plusieurs pays européens. Comment est-ce qu'il se manifeste? Où est-ce qu'il se manifeste, surtout? Il y a des tendances qui sont claires, comme ce qui s'est passé en Espagne et qui, pour finir, n'a pas abouti. Pour des questions de dissension à l'intérieur du Parti populaire espagnol entre la droite fondamentaliste et la droite conservatrice. Plus le fait qu'il y a eu une mobilisation dans différentes régions qui était assez importante. Contre ce projet de loi. Alors, dans d'autres pays, vous avez un activisme anti-avortement, par exemple les marches pour la vie qui se sont déroulées en Italie avec l'appui du pape, qui se sont déroulées dans d'autres pays, en France. Belgique également, je crois. En Belgique également. Mais vous avez en même temps un activisme pro-choix. Qui peut être important dans des pays comme la France ou comme la Belgique. Pourquoi ? Parce que vous avez un mouvement à la fois féministe, laïque et de gauche qui reste extrêmement vigilant. Et par exemple, vous avez d'autres mécanismes pour renier le droit à l'avortement. Le cas de l'Italie, par exemple. Vous avez, dans le sud de l'Italie, plus de 80% des médecins qui manifestent l'objection de conscience et donc qui refusent de pratiquer un avortement. Vous avez également des pays comme la Hongrie qui ont mis dans leur constitution un mécanisme de protection de l'embryon, de protection légale de l'embryon, qui en fait une personne humaine, je crois que c'était l'année passée, si je ne me trompe pas. Vous avez eu des essais dans ce sens-là, mais qui n'ont pas abouti en Suisse. C'est en fait... Vous avez parlé d'une contre-offensive là, du mouvement pro-vie qui est quand même très présent. Et il y a le cas, par exemple, du Portugal, en 2007, par référendum, a autorisé l'avortement, alors qu'il était interdit. Donc, finalement, quand on compare les deux forces, pro-vie, pro-choix, est-ce qu'on peut dire que ça s'annule ou est-ce qu'il y a un débat qui s'intensifie depuis quelques temps? Autrement dit, autrement dit, est-ce que ça veut dire, il en résulte de tout ça une réelle menace au droit à l'avortement? Ah oui, je pense qu'il y a une réelle menace. Et je vous donne un seul exemple, mais qui est quand même assez significatif. C'est cet activisme
anti-avortement se manifeste y compris dans les institutions européennes. Ah, d'accord. Par exemple, on a eu, c'était il y a un an ou deux, je ne me souviens plus, mais Récemment. Une campagne anti-avortement dans l'entrée du Parlement européen. Vous imaginez ça? Oui. C'est incroyable. Évidemment, ça a été la levée de boucliers d'une série d'associations, dont la Fédération humaniste européenne, qui sont une association de libres penseurs de toute l'Europe. Vous avez eu, évidemment, les mouvements féministes qui se sont tout à fait manifestés à cette occasion-là. Et évidemment, la campagne a dû être retirée. Mais néanmoins, ou bien la Hongrie, de nouveau, qui est sans doute la pire des situations à l'heure actuelle, a utilisé des fonds européens pour financer des campagnes anti-avortement. Mais Viviane Reding, à l'époque, qui était commissaire sur les droits de l'homme, a obligé au remboursement de ces fonds. Mais donc, je veux dire, c'est quand même dans des places institutionnelles. Comment expliquer cette recrudescence du mouvement de manière plus générale, je dirais qu'il faut situer l'activisme anti-avortement plus ou moins autour des années 94-95, au moment des grandes conférences internationales sur la population et le développement au Caire, et puis sur la conférence internationale des droits des femmes à Pékin, où on voit un changement véritablement de paradigme, où il y a une reconnaissance des droits reproductifs et des droits sexuels, mais ici, ce qui nous importe, c'est les droits reproductifs. Et à partir de ce moment-là, vous allez avoir un activisme du Vatican, qui est observateur aux Nations Unies, en alliance avec les pays musulmans, et si vous voulez, c'est une alliance des intégrismes religieux, avant tout, qui se manifeste et qui récuse la notion même de droits reproductifs, de genre, d'égalité, et on l'a vu en France. Il y a le président du groupe social-démocrate au Parlement européen qui a dit récemment, je le cite, « En temps de crise, la tendance est de revenir à des questions de morale visant à restreindre les libertés individuelles. » Il parle bien sûr de la crise financière, la crise économique qui a lieu en Europe depuis quelques années maintenant. Est-ce que ça serait un facteur explicatif? Tout à fait. Et un exemple de cela, c'est que le rapport présenté par Estrela, le rapport dit Estrela, qui a été présenté au Parlement européen, n'est pas passé à une très courte majorité, et c'était un rapport qui portait sur la manière de protéger l'exercice des droits reproductifs et sexuels, et qui mettait en cause le facteur de la crise qui menace cet exercice, parce que si vous n'avez pas d'hôpitaux ou de centres qui pratiquent l'avortement qui soient subsidiés, c'est clair qu'on va reproduire des discriminations de classe. Et puis il y avait qui mettait en garde contre la montée des intégrismes également. C'est pas passé. Donc c'est un signal pour ceux qui sont anti-choix. C'est très clair. Bérangère Marquez Pereira, merci beaucoup d'être passée dans nos studios. Je vous en prie. Je vous remercie. C'est maintenant le segment hors-champ, segment où nos invités nous apprennent des choses importantes qui nous ont peut-être échappé au cours des derniers jours, des dernières semaines. Alors, de retour avec André Caron, qu'est-ce que vous avez à nous apprendre pour nous surprendre cette semaine? C'est un peu ce que j'appelle le paradoxe français. C'est basé sur des lectures que j'ai faites lors de mon passage là-bas, entre autres en Libération, qui mentionnait qu'il y avait beaucoup de russophiles, si on peut dire, parmi les Français, et expliquait assez bien disons, ce défi que se lancent un peu ces gens qui voient en Poutine un grand leader, quelqu'un d'autoritaire, quelqu'un de nationaliste, quelqu'un de ci et de ça, et de prendre parti, entre autres parce qu'il prend parti contre des Américains, contre l'Amérique. On joue sur l'anti-américanisme. C'est ça, l'anti-américanisme.
panafricanistes. Et ce que je trouvais amusant, bon, on recrutait évidemment beaucoup de gens du côté de partis nationalistes en France, mais aussi des économistes, des gens plutôt dans les économies, des entrepreneurs, qui ont, on peut deviner, qui ont des intérêts assez importants de ce côté-là, mais aussi quelques universitaires qui aiment bien être provocants et qui refusent de voir qu'il y avait une présence russe en Ukraine, par exemple, en tant que telle. Donc, alors, ça des informations qui filtraient, qu'on voyait dans les médias. C'est ça, ils devaient être très, très au fait. Et je trouvais ça un peu particulier parce qu'on sait très bien, si on va en France, que les gens adorent l'Amérique, ils adorent y venir, ils adorent adopter beaucoup de ces modes de vie-là, mais qu'il y a toujours ce genre de petit réflexe là, qui est anti-américain, mais dans ce cas ici, qui est qui se traduit Poutine par, et qui est un peu illogique, je dirais, en tant que tel, qui est un peu un paradoxe parce que je devine que la grande majorité des Français n'aimeraient peut-être pas vivre sous le régime russe, mais plutôt sur le régime américain, malgré tous ses défauts. Oui, c'est le grand paradoxe français ou ambivalence à l'égard de l'Amérique. Donc, c'est pas juste un paradoxe au niveau alimentaire, il y a un paradoxe au niveau politique. André Caron, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et merci également à vous, mesdames et messieurs, d'avoir été des nôtres. Retrouvez-nous sur le site du Devoir et du Cerium et évidemment au Canal Savoir. Merci. Au revoir.